It's not my first language, and as you know, I am French, and I am a product of the French school, and as you know, French people don't understand why the whole world don't speak French. The French people think it's a very incredible scandal that everybody don't speak this marvelous language, which was the main language during the 17th and 18th century. So you will, I hope, apologize my awful English. I am very weak. Oh, come on. And when you will hear my English, you will think that it's a sort of Spanish English or Inuit English, maybe. Ainsi parlait Sylvain Tesson dans un franglais décomplexé, délicieusement rafraîchissant, mêlé d'autodérision assumée, devant un parterre de Danois hilars au Musée national de Copenhague lors de sa venue pour le Forum du Livre. Nous avons sillonné les allées du salon pour recueillir les propos d'un explorateur, écrivain voyageur, funambule des mots, marcheur infatigable, qui depuis plus de 30 ans traverse le monde à sa manière. Bonjour, ici Copenhague. Vous écoutez Lumière du Nord, des analyses et des interviews pour mieux comprendre le modèle danois. Je suis Sibylle de Valence, journaliste française installée au Danemark depuis 2018. Je ne conçois pas de voyager si ça n'est pas pour écrire, et je ne conçois pas d'écrire sans avoir voyagé préalablement, parce que je ne suis pas un écrivain de l'imagination. J'ai besoin de vivre pour savoir quoi dire, j'ai besoin d'éprouver pour raconter, et j'ai besoin de voir pour alimenter ma source d'inspiration. Sylvain Tesson a parcouru l'Asie, arpenté les pays de l'ex-URSS, vécu en Sibérie, longé les oléoducs d'Ouzbékistan, du Kazakhstan et d'Azerbaïdjan, escaladé des cathédrales, aucune à Copenhague, précise-t-il avec malice, franchi les Alpes et traversé la France, à pied, à vélo, à cheval, en bateau, en ski. Entre extraits de ses interventions au salon et entretiens, cet épisode vous embarque dans un récit captivant qui vous emmènera jusqu'au Groenland. Au milieu des stands et du brouhaha, ce qui devait être une interview est devenu une conversation, libre, vivante, imprévisible. Et très vite, notre conversation a glissé vers ce qui le ramène ici, le Danemark, cette porte d'entrée vers la Scandinavie et le Grand Nord. Alors, le Danemark en particulier, c'est parce que je suis venu plusieurs fois à Copenhague, mais à chaque fois, c'était pour poursuivre l'élan vers l'ouest. Une fois, je suis venu à Copenhague pour aller au Groenland, parce que j'allais en terre de Baffin, donc je suis allé à Ilulissat. Puis ensuite, j'ai pris un bateau pour la terre de Baffin. Une autre fois, je suis venu à Copenhague parce que j'allais dans les îles Féroé. Donc à chaque fois, je suis le mouvement vers l'ouest, mais qui est un mouvement danois. Il y a eu l'inscription d'un mouvement vers l'ouest. Je suis resté pas plus qu'une semaine dans la ville. J'allais voir tous les jours la tombe de Kierkegaard au cimetière. C'est vrai, pourquoi ? Parce que j'étais un lecteur, comme tous les enfants, à 17 ans, du traité du désespoir et du journal d'un séducteur. Et donc, quand je suis venu à Copenhague, quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, je voulais aller voir Kierkegaard. Mon père, Philippe Tesson, qui est journaliste, qui a fondé des journaux, dirigé Combat, était ami dans sa jeunesse du prince de Montpezat. Il connaissait la famille, il connaissait le prince, et un jour, le prince Henri de Montpezat a dit « Je vous quitte parce que je me marie avec la reine du Danemark ». Alors, pour des jeunes gens, c'était fascinant. Et il nous a souvent raconté cette histoire. Et puis ensuite, moi, ma clé d'accès dans un pays, elle est double, c'est le paysage et l'art. Il n'y a que ça qui m'intéresse au fond. Le paysage parce qu'il n'y a pas d'homme, et l'art parce que c'est le meilleur de l'homme. Moi j'ai aimé le Danemark parce que j'ai aimé les côtes de sable et la mer froide. J'ai aimé retrouver ces descriptions dans certaines nouvelles de Madame Blixen. D'ailleurs, dans les contes gothiques, il y a la nouvelle de ce tsunami qui ravage la côte de Dune.
On peut la retrouver un peu dans le paysage. Et puis dans l'art, j'ai aimé oui, la ferme africaine et les ombres sur la prairie, ça a été les nouvelles et les textes. J'ai emporté, quand j'étais dans ma cabane en Sibérie, 80 livres, dont la ferme africaine de Karen Blixen, ce qui prouve que j'avais un fort appétit pour cette littérature. Qu'est-ce qu'il y a dans cette littérature qui vous attire? Un sens profond, paganique, presque élémentaire de la géographie. Madame Blixen, c'est à la fois une humaniste, aristocratique, au sens nobiliaire de l'être humain. Je ne parle pas des catégories ensuite de distribution sociale. Il y a une aristocratie de la pensée chez elle, doublée d'un goût physique, élémentaire, paganique, pour les éléments. Pour la nature, ouais. Pour la nature. C'est ce qui m'a plu. Alors après, le français, comment connaît-il le Danemark? Pour des mauvaises raisons, parce qu'il le connaît, parce que Céline a fait sa promenade de bêtes traquées. Si bien que ce n'est pas les raisons par lesquelles il faut connaître le Danemark. Ou alors par le prince fou shakespearien. Hamlet. Mais enfin, entre la névrose shakespearienne qu'essaye désespérément de calmer Horatio, et puis la fuite de bêtes traquées de Céline, il vaut mieux aller vers une certaine lumière danoise, alors que la France a redécouverte récemment par les peintres. Oui, c'est ça. Un peu, parce que, vous les connaissez un peu, ces peintres? Oui, un peu. Alors Amershøi m'ennuie un peu, parce que moi, la bourgeoisie qui s'enferme dans ses appartements, vous comprenez, je préfère la lumière sur les plages. Alors dans ce cas-là, j'ai mis Kreuer. Ouais, c'est ça. Voilà, mais bon, on n'est qu'une connaissance parcellaire. En revanche, le fait nordique, le fait scandinave, au sens plus élargi, ça je le connais bien parce que j'ai beaucoup été dans toutes les nations scandinaves, notamment en Islande, et alors je m'intéresse beaucoup à la poussée, qui à un moment, dans ces petites communautés baltiques, a arraché les hommes à la Scandinavie et les a propulsés vers l'ouest. Ça m'intéresse. C'est un fait, c'est une inscription que nous autres Français ne comprenons pas très bien parce qu'on n'appartient pas à cette mer intérieure-là. Mais il y a une Méditerranée baltique, un fait méditerranéen baltique avec une rencontre autour d'une table fermée, autour d'une table servie. Il y a une rencontre de peuples qui se sont unis autour de leur lac intérieur. Et de cette rencontre, il y a eu beaucoup de guerres, on les connaît, notamment entre les Suédois et les Danois. Mais il y a aussi autre chose qui est née, c'est la poussée vers l'ouest, qui est extraordinaire. Ça m'a toujours intéressé. La dynastie des grands découvreurs de l'Amérique, Eric et Leif Erikson, son fils. Imaginez que les Vikings qui ont découvert Terre-Neuve sont probablement ensuite soit remontés vers Ellesmere et Baffin, soit peut-être ont-ils découvert en allant vers Terre-Neuve. Terre-Neuve aurait donc été l'aboutissement d'une exploration par le nord. Et de savoir que cette route-là, en fait, avait déjà été maintes fois sillonnée par les Inuits qui avaient la capacité en kayak de la navigation hauturière, moi ça me fascine. Sachant qu'ensuite, celui qui a rassemblé tout ça, c'est Jean Mallory, quoi. Alors voilà, honneur à Mallory, gloire à Mallory, qui a donné aux Inuits leur noblesse civilisatoire, quoi. Cette impulsion de partir, d'aller explorer plus loin, il l'a formulée sur scène avec une clarté magnifique. Elle traverse toute sa vision du Nord et le lien entre le Danemark et les territoires de l'Ouest. Toute la surface cartographique a été explorée et cartographiée, mais c'est pas ça l'aventure, c'est pas ça l'inspiration géographique. Ça n'est pas de découvrir uniquement des surfaces où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, comme disait Tintin. Il y a autre chose, il faut parcourir le monde avec de l'imagination, avec beaucoup d'amour et aller chercher une manière de revisiter les choses. D'autre part, il y a encore des endroits, et moi je dis ça parce que je vois qu'il y a des jeunes gens ici, ils ont 15 ans, ils ont 10 ans, un jour ils deviendront des voyageurs. Il y a encore des zones du monde à explorer. Je viens de faire un voyage pendant 3 ans que j'ai appelé les piliers de la mer,
sur des zones du monde où personne n'était allé. Ce sont les grandes tours de rochers qui se trouvent dans la mer. J'étais même aux îles Féroé, dans les Drangours, les grandes tours de roches très effrayantes, très lugubres, et parfois on escaladait et on arrivait sur des espaces tout petits, qui étaient grands comme 2 fois cette chaise. Alors évidemment, on a les royaumes qu'on peut, quoi, si vous voulez, c'est la conquête de la lune du pauvre. N'empêche qu'on avait le sentiment de fouler un endroit où personne n'était jamais venu. Mais tout cela, et je conclus comme ça demande une recherche d'imagination. On pourra toujours revoir le monde, le redire, découvrir non pas un espace, mais une manière de le regarder, une manière de le parcourir. L'inédit, il ne repose pas sur le plan technique, le plan matériel, mais il repose sur le plan formel. L'inédit, c'est la manière de voyager, la manière de dire comment on a voyagé. Et vous comprenez, c'est comme l'amour. L'amour, c'est comme si on disait « Ah mais non, mais c'est plus la peine d'aimer parce que ça a déjà été fait dans l'histoire de l'humanité. » Mais évidemment que tous les objets de l'amour, ils ont déjà été frappés par l'amour. Mais ce qui est nouveau, ce qui est inédit et ce qui est toujours renouvelable, c'est la manière d'aimer. Et cette manière d'habiter le monde, attentive à chaque détail, guide son regard sur les paysages scandinaves, de la mer du Nord au fjord du Groenland. En Groenland. Ouais, je suis allé sur les îles Féroé, je suis allé en terre de Baffin, je suis allé au Groenland. Et toujours intéressé par ce double mouvement, le mouvement viking, enfin vers l'ouest, le Go West, le Go West des Vikings, qui est un truc à la fois très beau et très mystérieux, mais qui parfois est douloureux, parce qu'il y avait souvent l'exil qui était à l'origine le motif de cette espèce de grande poussée vers l'Occident. Et qui a donné lieu à l'établissement des comptoirs que vous savez mieux que moi, et qui est un fait magnifique parce que il y a un principe d'union incroyable entre ce côté-là de l'Europe et l'Amérique, quoi. Et c'est pour ça que comment s'appelle-t-il, ce monsieur qui dirige les affaires américaines, là, il a un nom de bande dessinée, là, le Donald, je crois, Trump, quand il prétend ravir le Groenland à la souveraineté royale danoise, c'est... Bon, alors évidemment, c'est d'une brutalité folle dans les propos, mais enfin, on ne va pas demander à un Américain d'être raffiné. Mais en revanche, même géopolitiquement, il y a une aberration historique, puisque la préséance danoise au Groenland date du Xe siècle, et lui, il arrive avec son pauvre mandat de 4 ans, et il prétend renverser le cours de l'histoire en vertu du fait que pour l'Américain, le temps et la longue durée et l'inscription temporelle n'a aucune valeur de fondation, d'aucune légitimité. Et vous n'avez pas écrit sur ces voyages-là Si, un petit peu, des choses disparates. Entre le Groenland et la terre de Baffin, j'avais navigué sur une goélette de bois, en bois, armée en ketch, je crois. C'était un ketch. Un petit ketch de bois qui s'appelait la Louise. Et je suis allé de Ilulissat jusqu'à la terre de Baffin par la mer de Ross et retour. Et ça a été pour moi l'occasion vraiment de me replonger, là pour le coup, dans les dernières rois de Thulé et Ultima de Thulé, qui sont, comme vous le savez, la salve d'ouverture de la plus belle collection de la fin du XXe siècle de littérature d'exploration qui est Terre humaine, de Jean Mallory. Après, j'ai eu l'occasion de le rencontrer et j'ai beaucoup aimé la manière qui m'émeuvait beaucoup, la manière dont il a célébré le génie inuit. Parce qu'évidemment, les Esquimaux, comme on les appelait, étaient très méprisés. Et c'est Mallory qui a compris que le simple fait d'avoir inventé une manière de survivre dans cette hostilité extrême, c'est-à-dire un congélateur qui est dans le noir 8 mois de l'année, était la preuve d'un immense accomplissement civilisatoire. Ils ont quand même inventé une mythologie, une théologie, un art, une esthétique donc, une langue évidemment, une organisation sociale dans les écosystèmes où la vie de l'homme est impossible. Alors franchement, fascination et la révérence. Il fallait que les Jean Mallory, pour qu'on comprenne que nous avions là
un moment extrêmement éblouissant de l'histoire de l'aventure humaine. Les Inuits, enfin, les pages de Tully sont superbes. Il y a deux plans de vie. Il y a une vie qui est la vie normale et réelle que nous vivons, et il y a l'écho de la bibliothèque. Je trouve ça super. Je trouve que ça n'obscurcit pas du tout la vie. Au contraire, ça l'enrichit et ça l'épaissit. Quand je me promène dans une forêt, c'est un grand plaisir pour moi de voir un paysage qui me rappelle un tableau ou bien une description littéraire. Je trouve que c'est magnifique. Alors j'essaye de faire cette correspondance permanente entre mon souvenir, ma référence artistique et ce que je peux vivre. C'est pour ça que je cite souvent des auteurs dont le travail me rappelle ce que je suis en train de vivre. Et cette double vie entre le réel des paysages ici nordiques et l'écho des livres éclaire sa manière d'observer le monde et nourrit sa réflexion sur nos sociétés et nos modes de vie qui, mis en contraste, l'inspire dans sa lecture du monde. Le Français aime volontiers se contenter de fumisteries grandioses et lyriques, et le Danois peut-être étant davantage rural ou peut-être plus proche d'un contact direct avec la nature, avec moins de filtres culturels, civilisationnels. Sans doute aussi ne se prend-il pas pour le phare universel qui doit éclairer le monde, qui est notre toxique à nous, Français. On se prend tous pour des statues de la liberté guidant le monde et on ne comprend pas que c'est fini. Enfin, on le comprend de plus en plus. Ouais. Mais enfin bref, une fois qu'on a dit ça, non, il y a autre chose qui est un peu plus original, c'est que ce qui frappe beaucoup l'œil du Français quand il arrive ici, par impression subite, qui sont les impressions de voyageurs rapides, mais qui parfois ne sont pas dénuées de fondement. C'est un rapport d'étonnement de l'arrivée. Méfie-toi, comme disait Cocteau, méfie-toi du premier mouvement, c'est souvent le bon. Oui. Eh bien, l'unité est agréable. Voilà. Vous le ressentez Oui, bien sûr, l'unité est agréable. Un relatif calme. Hier, on se promenait à 1h du matin dans des rues pleines de jeunes qui buvaient de la bière. Mais enfin, maintenant, aujourd'hui, en France, en 2025, une rue pleine de jeunes qui boivent de la bière à 1h du matin, c'est un problème. Il y a un petit parfum de pré-guérilla. Ouais. Voilà, des voitures de police, des gens qui vomissent ou qui se battent. Alors, je ne dis pas que tout le monde est un enfant de cœur ici, mais enfin, en fait, c'est une normalité des rapports humains et d'une certaine homogénéité de la société. Mais enfin, peut-être faut-il que nous calmions les atmosphères du débat et de la conversation et que nous nous autorisions à dire des choses très douces qui n'ont qui ne sont absolument pas des appels à la crispation humaine, et au contraire de dire que les sociétés urbaines qui vivent dans une impression relative de concorde, c'est-à-dire de normalité, eh bien ça nous paraît aujourd'hui, en tout cas à moi, Français de 53 ans de 2025, ça me paraît extraordinaire. Et c'est un problème que ça me paraisse extraordinaire, parce qu'en fait, ça devrait me paraître tout à fait normal. Voilà. Mais ça m'a beaucoup frappé hier. Et la deuxième chose qui m'a frappé, quand on arrive au Danemark, il y a quelque chose qui ne frappe pas. On sort de la gare, en prenant le métro de l'aéroport, et là, on voit les grandes avenues, je ne sais pas quoi, comment elle s'appelle, la grande avenue, elle doit s'appeler Christian 5 ou 6. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'œil voit? L'œil voit l'urbanisme danois. Et l'urbanisme, qu'est-ce que c'est que l'urbanisme? C'est l'effet le plus immédiat de l'intention d'État. C'est ça l'urbanisme. C'est-à-dire quand un État veut exprimer la manière dont il veut conduire sa société, il commence par changer la forme d'une ville. C'est bien qu'aujourd'hui, la perspective à Paris n'existe plus. Pourquoi elle n'existe plus? Dans aucune ville d'ailleurs. Elle n'existe plus parce que partout, l'État s'invite dans la perspective. Un panneau, des plots, des chicanes, des portes, des écrans, des affiches qui vous expliquent qu'on va réenchanter votre vie, des machins partout, du mobilier urbain comme ils disent stupidement. Et là vous sortez et vous voyez une perspective vide. Donc c'est voilà, l'absence de publicité, l'absence... Oui, l'absence de tout. C'est même pas que de la pub, je parle pas de la pub, je parle de tout. C'est plus diffus ce que je vous dis, c'est plus intangible, c'est que tout d'un coup on sent que... voilà, en tout cas, peut-être qu'un petit pays sur une petite péninsule peuplée de 5 millions d'anciens pêcheurs
mais il n'y a pas cette espèce de certitude que c'est par l'administration qu'on va réguler et réenchanter l'existence des citoyens. Et pourtant, au milieu de cette harmonie danoise que Sylvain Tesson décrit, lui reste un homme mu par une énergie plus verticale. Un homme qui ne cherche pas le confort, mais le relief, le vertige, l'intensité. Sur scène, il l'a résumé avec une franchise désarmante. If I was a Stoician, if I was a Greek antique philosopher, I will not need to put my life in danger to feel the price. But I am stupid. I am still 15 years old, unfortunately. Il assume être traversé par un besoin de vertige pour sentir le prix de la vie. C'est exactement ce qui l'amène vers le nord, vers les falaises, vers les régions du monde où l'on se sent vivant parce que l'on frôle l'abîme. C'est là que commence notre plongée dans la nuit et la mélancolie scandinave. Vous êtes prêt à vous installer ici alors? Oui, non mais ça manque de relief pour moi. Ah, ouais, vous avez la Suède pas très loin. Oui, je préférerais la Norvège. Moi, j'ai besoin de falaises que je peux grimper et puis éventuellement, si ma vie tourne mal, donc je peux me jeter du sommeil. Vous avez envisagé Le suicide est plus compliqué ici. Alors, je pense que c'est un sujet ici, je crois, parce qu'il y a un désespoir scandinave, mais voilà, la falaise vous offre une porte de sortie tout à fait efficace. Oui, c'est sûr. Demandez aux Normands d'Étretat. Vous êtes allé chercher dans le lac Baïkal. Oui, bien sûr. Mais attention, le lac Baïkal est beaucoup plus au sud en latitude. Beaucoup plus au sud. C'est la latitude de Lyon. Donc il n'y a pas les alternances des jours et des nuits. Ici, je crois, on doit être au 53e parallèle. Il y a la primauté nocturne de l'hiver. La nuit tombe à 5 heures, je pense, en décembre à 4 heures. En hiver, oui, donc on a beaucoup dit ça. On a beaucoup expliqué qu'il y avait une espèce de mélancolie nordique qui tenait à cette alternance diurne et nocturne. Mais enfin bon, je ne suis pas absolument sûr qu'il y ait un déterminisme de la luminosité sur les humeurs. Regardez dans les Antilles. Intéressant, ça c'est un vrai sujet parce que dans les j'allais dire ça le danois. Mais oui, mais enfin, allons, ceux qui prétendent qu'il y a un déterminisme de l'humeur intérieure et de la luminosité, je les amène dans les Antilles. Et on rencontrera dans les Antilles des populations complètement folles et désespérées, et folles de chagrin, d'ivresse et de dinguerie et de névrose, sous des soleils ardents. Donc, je ne sais pas. Je sais que c'est beaucoup étudié, c'est un vrai sujet. Je sais que Per Gynt est fou, je sais que tout le cinéma norvégien et danois a produit cette grande mélancolie, je sais que Strindberg, Grieg, Knut Hamsun, et à qui pourrait-on penser d'autres, et Laxness, les prix Nobel islandais, me contrediront en me disant que la nuit cosmique crée une nuit intérieure, mais ça reste encore à prouver. Ces carnets sont sa méthode, son rapport au monde, son anti-smartphone. Et cette résistance aux écrans ne vient pas d'un dogme, mais d'un geste très simple, celui d'écrire. C'est exactement ce qu'on fait quand on brandit un téléphone portable où on essaye de faire des photos pour essayer de se souvenir de sa journée. Moi, comme je n'ai pas d'appareil, alors je prends des notes, mais c'est la même chose. C'est parce que je ne fais pas confiance en ma mémoire, alors je veux absolument retenir le temps en racontant les épisodes de ma journée. Parfois d'ailleurs ils sont anodins, parfois ils sont même très banals, ordinaires, et je veux les retenir. Et ensuite, ça me sert évidemment de matériau pour recomposer mes livres. Quand j'ai écrit ma traversée des Alpes à ski, ou bien quand j'ai raconté mes heures passées au Tibet à attendre la panthère, tout était consigné dans mes carnets et c'était mon matériau de départ qui m'a servi ensuite à rajouter ce que tu appelles la couche poétique, c'est-à-dire la reformulation de ce que j'avais vécu et archivé dans mes carnets afin d'en faire un récit lisible. Et pourtant, malgré cette exigence extrême envers la langue française, il accepte de se plier à l'exercice du discours en anglais.
parce que le voyage impose toujours un effort, une sortie de soi, parce que respecter un public, c'est parfois accepter de perdre un peu de sa précision, de laisser tomber l'armure des mots ciselés, parce que l'essentiel est la rencontre. Pour lui, l'anglais est une ascèse, une petite mise en danger, donc quelque chose qui a du sens, un peu de sa philosophie. On ne décide pas du monde, on s'y adapte. Et au Danemark, pays qui regarde vers le large, parler anglais, c'est franchir un seuil symbolique, rejoindre la mer ouverte, le Grand Nord. Alors il s'y risque, avec humour, avec maladresse assumée, et toujours avec cette honnêteté qui le rend si attachant. J'étais impressionnée de voir hier le nombre de personnes qui étaient là pour venir vous entendre. La salle était pleine. En fait, l'aventure, c'est quelque chose qui... Non, mais pour moi, c'est un exercice épouvantable parce que Casper m'a demandé de faire des interventions en anglais. C'est très gênant pour moi parce que moi, je suis extrêmement volubile. Je ne dis pas que j'ai une pensée profonde, mais j'ai un afflux d'idées. J'ai un afflux d'idées qui valent ce qu'elles valent, qui sont probablement banales, mais j'ai une manière de les articuler qui m'enchante parce que j'adore moi les mots. Et j'aime beaucoup, je prends moi la philologie pour une bijouterie ou une orfèvrerie, et enfin en tout cas pour un artisanat d'art. Et alors rien ne me plaît plus que d'essayer péniblement, sans y arriver souvent, de formuler, de verbaliser une idée, une pensée. Et alors le faire avec un magasin de mots réduit à une cinquantaine d'éléments, c'est-à-dire l'anglais. Alors à la fois ça contraint, il y a un bonheur de la contrainte, c'est que ça oblige à une espèce de ramassement, de rassemblement de sa pensée et de fulgurance du propos, mais en même temps c'est affreux, c'est très frustrant. J'ai vraiment l'impression là d'être très contraint et diminué. Ouais. Voilà, c'est le contraire de l'homme augmenté, c'est l'homme diminué. Ouais. Mais c'est exactement la raison pour laquelle une intelligence artificielle n'a pas de charme. C'est parce qu'il n'y a pas de charme artificiel. L'intelligence artificielle n'a aucun charme parce que précisément elle sait tout. Et que cet imbécile de puce algorithmique qui est en train de nous tuer, de tuer l'humanité, cet imbécile de puce algorithmique qui est en train de devenir le veau d'or de l'humanité, elle n'est pas obligée de se contraindre puisqu'elle sait tout. Donc elle a la banalité et la stupidité des êtres parfaits. Rien n'est plus ennuyeux que Dieu. Donc rien n'est plus stupide que la puce globale. Vous avez toujours pas de téléphone ? Non, bien sûr que non, pas en aurais-je. Qu'est-ce que vous apportez au monde actuel ? Est-ce que vous avez une mission dans ce monde au-delà de votre... Non, aucunement. Non, mais là, vous me posez des questions qui échappent à mon intelligence, à ma compétence. Moi, je n'ai pas de téléphone portable parce que j'ai trop de travail. Je n'ai absolument pas le temps de communiquer puisque j'écris des livres. C'est une aberration. Vous pensez qu'à la fois l'intelligence artificielle et le téléphone abrutit effectivement le cerveau et vous empêcherait de produire quelque chose d'aussi beau ? En tout cas, ça, je ne sais pas si je le pense, mais je le constate. Je vois mes semblables et mes interlocuteurs qui sont en permanence en train de s'occuper de leurs appareils. J'ai pas du tout envie de faire de l'humanitaire pour les puces au silicium. J'ai rien à foutre que mon téléphone portable crie famine quand il est déchargé ou qu'il ait besoin de capter une onde invisible. En fait, c'est là, vous êtes moi je vous dis, votre mission, vous êtes ce phare, cette lumière où on peut dire à nos jeunes, vous n'avez pas d'enfants parce que ça ne vous intéresse pas. Horreur. Quelle horreur. Mais d'avoir des personnes comme vous en disant, mais va voir Sylvain Tesson, parce qu'il te montre quelque chose de l'ancien monde, une poésie de ce monde, quelque chose de se déconnecter du monde. C'était pas si vieux, hein, ce que vous appelez l'ancien monde, c'était il y a 20 ans, tout allait très bien, bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes aujourd'hui ? Je leur dis pas grand-chose. Tout à l'heure, j'ai rencontré des enfants de l'ambassadeur. Je leur ai raconté des histoires d'ours et de panthères des neiges et d'escalade. Et il n'y a que de cela que j'ai envie de parler avec un jeune garçon. Et lorsqu'il s'adresse aux jeunes, il retrouve un ton presque prophétique, les invitant à revenir à l'essentiel, à la nature et à la patience, loin des écrans et des technologies envahissantes. Ce rejet du numérique, il l'assume complètement, au même titre que son goût pour le silence, la solitude et la lenteur des paysages nordiques. Je me contente de dire des choses très banales, consistant à dire à des jeunes gens, par exemple, va dans les bois faire un feu de camp et apprendre le nom des insectes et regarder les oiseaux, et tu seras plus heureux qu'en branlant une machine qui finira par te faire croire que tu es en train de l'enrichir alors que c'est elle qui te commande.
Et puis, au milieu du tumulte du salon, il rappelle cette vérité. La lecture est une manière d'apprendre l'humilité et de mesurer la grandeur des expériences humaines. Ça rend très modeste de lire, parce que vous vous apercevez que votre vie, que vous croyez absolument épatante et inédite, est en fait la répétition d'un modèle qui a été beaucoup éprouvé par les hommes. Vous savez, c'était cette phrase d'Oscar Wilde qui disait les choses arrivent parce qu'elles ont été déjà écrites. Par exemple, quand on a vu l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, les Parisiens prenaient leur téléphone et faisaient des photos, trouvaient que c'était le moment le plus extraordinaire. Mais ceux qui avaient beaucoup lu savaient que tous les siècles, les cathédrales ont brûlé. Et certains se souvenaient que dans le chapitre 14 de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo décrit l'incendie de Notre-Dame exactement dans les mêmes termes. Les choses arrivent parce qu'elles ont été écrites. Et il faut se souvenir, les jeunes enfants qui sont là et qui peut-être lisent des livres, c'est une histoire drôle qu'on raconte souvent. C'est le père de famille qui dit à son enfant « Arrête de lire, regarde le monde, intéresse-toi à ce qu'il y a autour de toi, la vraie vie n'est pas dans les livres, lève le nez ». Et là l'enfant regarde son père et dit « J'ai déjà lu ça quelque part ». Sylvain Tesson nous a embarqués dans un temps suspendu entre littérature et réalité du quotidien. Avec son humour, sa poésie, sa lucidité, peut-être que c'est ça finalement, habiter pleinement le monde. C'est grâce à son éditeur Casper Black de la maison d'édition Forlag Bobo, rattaché au Franz Boe-Café en ville, que nous devons sa présence à Copenhague. Casper a choisi de traduire en danois Sur les chemins noirs, La panthère des neiges et Blanc. Merci à Casper pour ce moment de poésie et d'aventure. Pour Lumière du Nord aujourd'hui, les journalistes Camille Bavolert et Sybille de Valence. Musique par le groupe Les Garçons.